Bienvenue dans B-Boy Knowledge 34, partie 2, les terrains vagues de la chapelle. C'est parti! Petite précision avant de commencer, le terrain vague de la chapelle, appelé aussi terrain vague de Stalingrad, car il se trouve entre ces deux stations, selon qu'on emprunte la ligne 2, Nation, direction Porte Dauphine, dans un sens ou dans l'autre. Voilà pourquoi vous entendrez parfois parler de l'un ou de l'autre, il s'agit du même, ok? Comme expliqué dans l'épisode précédent, ce lieu a d'abord été découvert par les graffeurs, mais il est connu pour être un lieu d'effervescence du hip-hop. Le déclic fut en grande partie grâce à Dynasty et ses Free Jams, qu'il organise régulièrement, mais sur une courte période. Effectivement, ces jams ont lieu tous les samedis d'août à novembre 1986. Une centaine de personnes s'y réunissaient, un peu à l'image des block parties aux États-Unis, organisés là-bas par Kool Herc, Grandmaster Flash ou Bambaataa. Ces Free Jams furent décisifs dans la construction de l'identité du hip-hop française. Tous les éléments y étaient réunis, rap, graph, tag, break, beatbox, mais de façon spontanée, juste des jeunes qui partagent une passion commune, discuter du dernier move de break, du dernier métro tagué ou encore des vinyles qui viennent d'arriver en import US. C'est également un lieu de refuge pour beaucoup de jeunes qui se sont sentis trahis par l'arrêt de l'émission de Sydney et le fait que les médias aient décidé de dire « le hip-hop c'est une mode du passé ». Comme je vous l'expliquais précédemment, Dynasty n'avait plus d'endroit où mixer, ni radio, ni discothèque. Souvent les gens lui répondaient « on voudrait bien que tu viennes mixer chez nous, t'as du talent ». Mais c'est ton public qu'on ne veut pas. Du coup, Dynasty s'en va à New York. Il découvre notamment les block parties, il y rencontrera la Zulu Nation, ainsi qu'Africa Islam, qui devant son talent le nomma Zulu King. Ce titre a été ensuite confirmé par Afrika Bambaataa, le leader de la Zulu Nation. De ce fait, à son retour en France, Dynasty se dit « il faut faire la même chose en France, organiser quelque chose qui fédère ». Il pense tout naturellement au terrain vague, il connaît bien ce lieu pour y avoir graffé. Il se dit que s'il ramène de la musique, ce serait parfait. Il connaît un endroit à la plaine Saint-Denis où on peut louer un groupe électrogène pas cher. Il le ramène en scooter jusqu'au terrain, le matin. Des potes le surveillent pendant qu'il repart chez lui chercher des platines, enceintes, vinyles, et en début d'après-midi, il fait péter le son. Il avait prévu son coup au préalable, en glissant quelques flyers dans les bacs à vinyle de la Fnac, et en demandant à Sidney de faire une annonce lors de son émission à Radio 7. Au début, l'événement réunit une cinquantaine de personnes, puis une centaine. Tout le monde se connaissait. Des gens venaient même de Cergy, Évry ou Mantes-la-Jolie pour y aller. Afin de payer l'essence et la location du groupe électrogène, ces jams coûtaient 2 francs. L'entrée consistait juste à escalader le mur en prenant appui sur le scooter de Dynasty, et deux de ses potes attendaient de l'autre côté en bas avec le béret Kangol afin de récupérer l'argent. Un petit morceau de sol en carrelage, une fois nettoyé, permettait aux b-boys de s'éclater sur le dance floor. Dynasty voit que ces jams remportent un certain succès. Tous les samedis, sauf jour de pluie, c'était le rendez-vous du hip-hop. Les Paris City Breakers, les Actual Force côté b-boy, côté rap il y avait notamment Destroyman et Johnny Go, Iron 2, Shoes, Lionel D, Dynasty mixait des sons tels que The Cold Crew, Captain Rap, Triple and Bass, DJ Cheese ou Point Blank MCs. La police laissait faire, les toxicos ne pouvaient plus ce côté-là, ça les arrangeait. Au printemps 1987, à l'arrivée des beaux jours, alors qu'il revenait pour animer la première Free Jam de l'année, gonflé à bloc, beaucoup de monde était présent, car il avait passé des annonces à Radio Nova qu'il venait juste d'intégrer. Mais le nouveau commissaire de la rue de Tanger avait d'autres projets. Les flics sont arrivés en force, avec des quarts de CRS. Ils encerclent les terrains vagues, c'était la panique. Tout le monde se casse dans tous les sens. Certains bousillent les platines de Dynasty en prenant appui dessus pour passer de l'autre côté du mur. Et de l'autre côté de ces murs, les bouteilles et les canettes commencent à voler. Lui, il reste sur place avec quelques autres gars et essaie de protéger son matériel. Le commissaire arrive et le nomme comme l'investigateur des troubles et lui dit « La prochaine fois, c'est une grosse amende et je te confisque le matériel ». La fête était finie. Finalement, ces Free Jams ne durent pas si longtemps que ça, mais resteront gravés dans la roche. Un épisode tellement important en France et mythique que certains diront « J'y étais ». Mais en fait, non. Un peu comme la première soirée de Kool Herc, la Back to School Jam, du 11 août 1973. Apparemment, beaucoup trop de personnes s'y revendiquent avoir participé. Mais impossible, un tiers des personnes qui crient haut et fort y avoir été ne rentreraient même pas dans le hall. Les gars, restez vrais s'il vous plaît. Mais ne croyez pas que c'était tout rose là-bas. L'ambiance était bouillante et les bastons nombreuses. Mais je vous laisse découvrir tout ça en lisant le chapitre qui est consacré dans le livre Regarde ta jeunesse dans les yeux de Vincent Piollet. C'est tout pour aujourd'hui. Peace!